Merci beaucoup, c'est un bonheur, une joie de se retrouver, meilleurs vœux. Les fêtes déjà, je reçois Alain Bolodjoa, président d'un grand parti politique, parti de l'opposition, un opposant radical, farouche au régime en place. Nous allons échanger sur, je parlerai de la traque, ou soit de la répression du pouvoir en place face à l'opposition. On constate de plus en plus plusieurs actes de répression, plusieurs actes antidémocratiques qui refont surface. On se poserait des questions. Qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est la situation actuelle, ce qui se passe dans l'Est, l'insécurité, les problèmes liés à la sûreté et tout ce qui va avec, ou bien rien ne peut expliquer ce genre de violation des droits de l'homme, des droits humains. Nous allons échanger également concernant, vous savez très bien, c'est un économiste, la situation économique, comment est-ce que ça évolue, également l'impact de l'accord de Washington, beaucoup plus les volets économiques. On prendrait vraiment l'accord de l'intégration régionale. Selon plusieurs sources, cet accord marcherait sur les codes miniers. Est-ce cela est vrai? Dans quelles conditions? Est-ce que ce serait facile pour les législateurs congolais de concilier les codes miniers et cet accord d'intégration régionale? Vous allez avoir un peu plus d'éclaircissement avec Alain Bolodjoa, qui est chaleureusement. Alain Bolodjoa, je pense que la santé, ça va. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Oui, ça va, la santé, ça va. Bien que le pays va très mal. Ça va quand même. Comme toujours. Oui, le pays va très mal. Le pays s'émeut. On s'éloigne de plus en plus des objectifs tels que repris dans notre hymne national. Mais du moins, il y a la détermination qui nous caractérise. Et nous espérons que d'ici là, les Égyptiens que vous voyez, on ne les verra plus. Et que les ténèbres ne régneront plus toujours. Effectivement, le terme ou la phrase a été bien trouvée. Les ténèbres, c'est cette mauvaise gouvernance et ces dirigeants, ceux qui prétendent être dirigeants. Effectivement, ils ne régneront pas toujours. Ils ont arraché au peuple congolais un mandat de 5 ans. Ils ont réitéré leur exploit, ce qui est rassurant. Ils ne vont pas terminer les mandats certainement, et même s'ils terminaient les mandats, ils n'auront plus droit au chapitre. C'est ça l'essentiel. Alors, Alain Bolodjoa, vous m'excusez, j'avais oublié l'heure d'ouvrir les micros, mais c'est bon, Nassali micro, il y a président Alain Bolodjoa. Vous partagez l'avis quand les régimes en place estiment que les faits de faire des critiques sévères ou dures, surtout à l'égard du régime en place pendant ces situations, pendant ces moments, et que vous contribuez, ou soit vous êtes en train de donner beaucoup plus de béquilles au Rwanda, à Paul Kagame, vous avez partagé un mot ou bien vous n'êtes pas d'avis, surtout vous les opposants. On pense que le fait de critiquer ce qui se passe pendant ces moments, c'est donner des béquilles au Rwanda. Bon, je voudrais quand même que je rappelle à ceux qui disent là que la crise a commencé il y avait longtemps. Ouais. Parce que lorsqu'on parle des décennies, ça fait pratiquement 3 décennies. Ouais. Ils viennent à peine de sortir de l'opposition. Ils n'ont jamais soutenu le gouvernement en place à l'époque de Kabila et même à l'époque de Joseph Désiré Mobutu. Ils ont toujours pris des positions, ils continuent à critiquer. Donc rien n'a changé. En tout cas, ce qui est vrai, jusque-là, nous n'avons pas encore franchi les Rubicons, contrairement à ce qu'eux ont fait. Oui, je vous ai suivi dans une émission où vous aviez dit que vous n'aviez pas encore fait les 1 tiers, les 1 millième. Les 1 millième des Effectivement, parce que c'est vrai, nous critiquons, mais nous restons patriotes. Nous restons dans l'esprit de la Constitution. Là, il vous souviendra à l'époque où le pays était attaqué, à l'époque de Mobutu, il s'était décidé de consulter l'opposition et de nommer Etienne Tshisekedi comme Premier ministre.
il lui a été demandé de confectionner la liste des membres du gouvernement. Et Étienne Tshisekedi s'était permis de réserver plusieurs postes en faveur de Laurent Désiré Kabila, qui, du reste, était considéré comme rebelle à cette époque. Ouais. Et je crois que Mobutu n'a pas été content de ce comportement, mais Mobutu n'a pas fermé le port de l'UDPS pour autant. Étienne Tshisekedi a déclaré ouvertement qu'il était partenaire et allié à Laurent Désiré Kabila, alors qu'il était considéré comme rebelle. Chez nous, aujourd'hui, nous nous efforçons à ne pas franchir ces limites-là au nom de la patrie. Lorsque nous critiquons, c'est justement parce que nous savons que nous avons deux types ou deux catégories d'ennemis de la République. L'ennemi de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'extérieur, on peut les citer, qui sont d'ailleurs alliés à Félix Tshisekedi, mais les ennemis de l'intérieur, il y a notamment Félix Tshisekedi, sa cohorte, et il y a d'autres ennemis, visibles et invisibles, que nous vivons et que nous voyons chaque jour. Et lorsque nous nous critiquons, c'est plutôt, nous nous adressons à la population pour que celle-ci prenne à bras le corps la question et évite de sombrer dans le fanatisme. Parce que je ne vois pas comment ceux qui détournent le fonds public destiné à l'armée peuvent nous donner des leçons sur le patriotisme. Vous détournez les fonds publics destinés à l'armée, cela sous-entend que vous voulez fragiliser l'État pour permettre aux ennemis d'atteindre leurs objectifs. Madame Bolodjo, vous pensez que c'est le moment de faire des critiques concernant la gestion interne du régime actuel? Aussi longtemps le pays est agressé, le pays est en danger. Il y a même, j'ai vu une analyse qui donne comme thèse qu'on ne peut pas demander à l'heure actuelle au président de la République d'arranger les sociales, de mettre en place des infrastructures. Aussi longtemps, nous sommes en guerre, on doit beaucoup plus demander au président de faire la guerre. Vous partagez cet avis ou bien? Non, mais c'est un avis de quelqu'un qui n'est pas assez intelligent. Non, s'il vous plaît. Je l'ai dit, parce que si cette personne était assez intelligente, il devait d'abord se poser la question si formellement nous sommes en guerre. On n'a pas déclaré la guerre. Lorsqu'on déclare la guerre, lorsqu'on déclare la guerre, on est dans une circonstance exceptionnelle et naturellement la gouvernance doit changer. Et puis deuxièmement, pendant la période de guerre, on n'a pas, n'est-ce pas, qu'on a assisté au détournement de fonds, aux investissements des charmes et des prestiges, alors que nous étions dans une situation de guerre. Parce que si nous étions effectivement dans une situation de guerre, d'après son entendement, on n'allait pas décaisser plus de 330 millions de dollars pour organiser les Jeux de la francophonie. Si on était effectivement dans une situation de guerre, on n'allait pas dépenser plus de 400 millions de dollars pour construire les centres financiers. Si nous étions effectivement dans une situation de guerre, on n'allait pas dépenser plus de 130 millions de dollars pour construire Kin Arena, qui du reste inachevé. Si nous étions effectivement dans une situation de guerre, on n'allait pas détourner près de 720 millions de dollars de l'armée ou du système de défense. Si nous étions effectivement dans une situation de guerre, on n'allait pas avoir plus de 55 membres du gouvernement. Si nous étions effectivement dans une situation de guerre, on n'allait pas dépasser à près de 1 milliard de dollars au niveau des institutions politiques. C'est-à-dire qu'il devait d'abord comprendre ces réalités. Et puis deuxièmement, la critique ou sinon les exigences de la population, c'est justement parce que le pays n'est pas totalement en guerre, c'est juste une partie. Alors, si vous demandez à la population de supporter, ayez aussi l'habitude de dire à la population réellement ce que vous faites de ces ressources. Parce que je voudrais vous rappeler un fait historique essentiel de mon point de vue. L'Angola était en guerre. Lorsqu'on construisait des routes, on construisait des logements sociaux. L'Angola a fait près de 27 ans de guerre, mais les Quinois, le Congolais, quittaient ici pour aller se ravitailler en vivre en Angola. Il vous souviendra, on achetait les chorichos, les saucisses, de boîtes de conserve, les laits à partir de l'Angola. Cela n'a pas interdit aux Angolais de bien vivre. Mais chez nous, on ne parle de la guerre que quand il s'agit des revendications de la population.
Mais lorsqu'il s'agit des revendications de députés, des sénateurs, des membres du gouvernement, là, on ne parle pas de la guerre. Mais Alain Bolojo, on vous demande simplement de mettre un peu d'eau dans les moulins et de mettre un peu d'eau dans votre vin, ainsi de suite. Même si nous n'en prenons pas. Exactement. Mais c'est-à-dire d'atténuer un peu vos critiques, ainsi de suite. Oui, mais atténuer aussi les détournements. Oh. Parce que si vous réduisez le taux de détournement, si vous réduisez les menaces que vous faites aux opposants ou à la population, si vous gérez de manière rationnelle le peu d'argent que nous avons, si vous prenez très bien en charge les opérations militaires et les conditions de vie et de travail des militaires et policiers, on va se dire voilà, ils sont sérieux, on leur laisse les temps de répit. Mais fort malheureusement, l'essentiel de ceux qui vous dirigent sont des criminels, des gens qui ne font que détourner, qui ne respectent rien. Et d'ailleurs, nous avons appris que l'essentiel d'entre eux ont inscrit leurs enfants dans des écoles étrangères, à l'étranger, justement parce qu'ils s'est préparé à avoir une situation d'instabilité. Donc, devant de telles réalités, nous ne pouvons pas nous taire au risque d'être des complices naïfs. Non, actuellement, la plupart des dignitaires ont inscrit leurs enfants dans des écoles à l'étranger. Non, mais s'ils veulent nous défier, on peut faire le tour des écoles de Kinshasa. L'essentiel de ces dirigeants, des dignitaires, ils ont envoyé leurs enfants à l'école depuis l'année passée. Cette année, ils n'ont pas étudié ici. Oh, c'est vrai. Je connais plusieurs familles dont les enfants sont à l'étranger, justement parce qu'ils craignaient les pires. Et les parents se sont organisés. Donc, ils s'est préparé déjà. Ils s'est préparé, effectivement. Et la population restait avec. La population allait être surprise de voir ces gens-là fuir, justement parce qu'ils avaient effectivement peur. Moi, je pense que le jour où on va déclarer formellement la guerre, on va changer notre attitude. Mais attention, cela ne voudra pas dire qu'on va vous accorder un chèque en blanc pour que vous continuiez à détourner, à dilapider les fonds publics. S'il y a transparence dans la gouvernance, si vous déclarez la guerre et si vous êtes sérieux dans les opérations, je suis sûr et certain, l'essentiel des Congolais vont vous laisser le temps de bien agir. Madame Bolojo, nous changeons de chapitre, on prend très rapidement. Est-ce le moment, je vois, bon, je ne parlerai pas d'une polémique, mais je parlerai plutôt d'une actualité qui prend de plus en plus de l'épaisseur dans les réseaux sociaux. Est-ce le moment de discuter sur qui aurait confisqué la mine de Nanga ou pas? Je sais que vous êtes un fervent amoureux également des réseaux sociaux. Vous voyez ces débats. Est-ce le moment ou bien c'est des distractions? Bon, je voudrais tout simplement vous rappeler que j'étais parmi les premiers à en avoir parlé. Ouais. Ça date, c'est pas d'aujourd'hui. À l'époque, je crois Nanga était encore là. Il était à Kinshasa. Nous en avons parlé. Parce que les gens semblent oublier ou n'arrivent pas à faire la corrélation entre la situation des Nanga et l'arrestation de Bisselé et Bifor. Non. C'est le même dossier. Oh, l'arrestation de Bisselé et la situation des Nanga, c'est le même dossier. Oh, comment ça? La résurgence du M23 et le débâcle qu'il y a dans Afriland Facebook, c'est le même dossier. Attendez. Débâcle au niveau d'Afriland. Afriland Facebook. Ouais. Arrestation de Bisselé. Nanga. Dossier François Béa. Nanga. Résurgence M23, c'est le même dossier. C'est quoi les dossiers? Nous en avons déjà parlé. Oui, exactement. Là, ça refait surface. Même à organiser. Exactement. Parce que là, les gens ont tendance. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Nous en avons déjà parlé. Oui, exactement, Alain Bolojo. Nous en avons parlé. Là, ça refait surface. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'à ce moment, ce dossier refait surface. Quel est l'intérêt? Non, la motivation, nous pouvons la démontrer. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est le même dossier. Voyez-vous, j'ai suivi mon ami et frère Maïs Chibango en parler. Je l'ai suivi. Ouais. Mais il doit savoir qu'il entre dans un terrain glissant. Et surtout que ce qu'il dit dessert plus son camp. Parce que vrai. Nous savons qu'il est membre du pouvoir. Ouais, même c'est clair. Oui. Il est membre du pouvoir. Ce qu'il a dit, ça consolide davantage les intérêts de l'autre camp
et surtout de la République, parce que déjà, si vous entrez dans Google, vous parlez de cette question-là, vous allez voir la corrélation qu'il y a entre Afriland First Bank, l'arrestation de Bissédé et Bifort, la résurgence du M23. Il vous souviendra que le M23 était ici. Et à cette époque, il fallait financer les opérations dans ce sens-là. Et financer, fort malheureusement. Et financer les séjours du M23. Non seulement les séjours, mais la résurgence, parce que le M23 allait être utilisé comme brigade pour sécuriser le pouvoir de Félix Sekedi. Ici à Kinshasa ou bien ici à Kinshasa et partout. Ah, d'accord. Il devait créer 2 brigades et en même temps les intégrer dans la garde républicaine. D'après ce que, intégrer les M23. D'après certains agents, effectivement, certains membres du M23. Il fallait aussi libérer un certain nombre de gens qui étaient arrêtés à l'époque, les alliés du M23. Parmi les alliés du M23, il y avait Bernard Maeshe Biamungu, il y avait John Chibangu, qui était nommé. Il était allié au M23 à l'époque de Kabila. Ouais. Ils étaient tous arrêtés, ils ont été jugés et condamnés. Et leur libération et leur résurgence avaient besoin d'argent. Et certaines personnes ont fait le lien entre les décaissements qu'il y a eu à Afriland First Bank. Ce n'était pas 20 millions, c'était 2 séquences de paiement. 20 millions 2 fois. Les décaissements... Cela a conduit même au départ d'un ancien directeur de cette banque qui serait, bon, d'après ce qu'on nous a dit, il serait empoisonné par la suite. Et puis, voilà. Donc, ce dossier-là a un lien avec ce que l'on vous dit. Qu'est-ce qui s'était passé? Allons-y. Nanga, d'après ce qu'il dit, il aurait amené ses carrés miniers auprès de Félix Sekedi pour lui faciliter d'avoir des documents, certainement parce que... Là, c'est la version de Nanga. La version de Nanga qui est soutenue par Maïs Tchiban. Il a amené le dossier et le dossier est tombé au niveau du cabinet. Et ils ont pris le dossier, ils l'ont traité, ils ont vendu l'illusion aux partenaires, ils ont eu à s'enrichir de manière illicite et cela a conduit aux arrestations. N'oubliez pas, à l'époque, il y avait un AG de l'ANER, Mbelou. Mbelou était là. Félix Sekedi a fait arrêter Bissédé Bifort. Pourquoi? Parce que lui, il avait pris des engagements avec Qatar pour donner les minéraux contre l'appui en logistique militaire. C'était ce qui a été dit. Oh, et il s'est rendu compte... L'intervention de Bissédé dans... Il s'est rendu compte... Non, mais Alain Foucault, c'était après. Ah, il s'est rendu compte que le carré minier là était déjà cédé. C'est comme ça qu'il avait instruit François Béa pour auditionner tous ceux qui sont intervenus sur cette question. Il y avait une dame, on ne va pas citer le nom ici, il y avait Bissédé et Bifort, il y avait Guy Luando, ils étaient au nombre de 4 qui sont cités par Jeune Afrique, RFI, TV5 Monde et plusieurs autres chaînes en ligne. Ils ont cité nommément de noms. Vous pouvez aller vérifier. Quand il a interpellé Bissédé, le réseau a réagi et c'est comme ça qu'ils ont créé le dossier contre François Béa. Ah d'accord. C'est par la suite qu'il a été aussi arrêté pour ces dossiers-là. Monsieur Félix Sekedi a tenté de corriger avec Qatar et Maïs Tchiban nous dit que ces carrés miniers ou ces actifs miniers auraient été cédés, n'est-ce pas, à une société congolaise. Ça, c'est ce que lui dit. Ouais, mais nous savons qu'il y a eu exploitation dans ces carrés et c'est ce qui justifierait l'attitude de Nanga. Alors, si on doit parler en termes d'intention, quelle est l'intention de communiquer ça aujourd'hui? D'après la compréhension de certains, c'est justement pour essayer de blanchir la démarche des Nanga. Apparemment, ceux qui veulent communiquer dans ce sens, ils veulent tout simplement vous dire que Nanga avait raison dans ce qu'il dit. Peut-être que dans leur esprit, ils pensaient pouvoir dédouaner Félix Sekedi. Or, il n'y avait pas que Félix Sekedi, il y avait certains membres de sa famille qui ont été cités dans ces dossiers. Et donc, naturellement, vous comprenez que... Les membres de la famille du président. Effectivement, ils ont été cités. On a cité une femme et on a cité certains membres de famille. Et le dossier est encore en ligne.
pouvez aller vérifier. Et donc, en faisant ressurgir, en relançant ces débats, c'est justement pour vous dire, dans une certaine mesure, que Nang avait raison, mais ce n'était pas Félix Tshisekedi, c'était son cabinet. Mais toute proportion gardée. Même si c'est son cabinet, c'est Félix Tshisekedi. Parce que le cabinet n'est que son administration. Quand le membre du cabinet agisse en lieu et place en son nom, ils agissent effectivement en tant que membre de l'institution président. Il n'y a qu'un seul président. Et puis deuxièmement, quand on cite José Panda, là ça, vous me coupez l'herbe sous les pieds. Les traces, d'après vos enquêtes, vos recherches, les traces moi, je de José n'ai Panda. Aucune enquête. Je ne fais que vous dire ce qui a déjà été dit avant. Ouais. D'après ce que vous dites, est-ce que vous retrouvez également les traces de José Panda dans ces dossiers? En tout cas, ce qui est vrai, on a cité Guy Luando. À l'époque, il n'était pas membre du gouvernement. Un sénateur. Il n'était pas pris comme sénateur, il était pris comme avocat. Comme avocat, d'accord. Voyez-vous, parce que Guy Luando, c'est un avocat. Ouais. Son cabinet s'est spécialisé sur le domaine des mines. Ouais. Déjà à l'époque du contrat chinois. Ouais. Il a été cité avec Simon, le propriétaire de l'hôtel Kempinski, l'hôtel du fleuve, le DG. Ouais. Et puis, on a cité Bisselele parce que c'est lui qui était au four et au moulin. On a cité une dame. Nous ne voudrons pas citer le nom ici. Et puis, il y a d'autres personnes. C'est la première fois qu'on cite le nom de José Mpanda. Mais avant, on ne les citait pas. Si on les cite aujourd'hui, certainement, c'est par rapport aux éléments d'information qu'ils ont. Mais ce qui est vrai, la responsabilité dans l'avocat qui est consulté, peut-être que pour une partie ou une autre, il fait son travail en tant qu'avocat, il n'a aucune responsabilité étatique. À l'époque, aujourd'hui, il devient ministre. Mais à l'époque, il n'était pas ministre. José Mpanda, il était qui? À l'époque-là, il assumait quelle fonction à cette époque-là? Si c'est un simple député, c'est-à-dire qu'il a facilité les choses, mais il n'avait aucune responsabilité. Bon, on m'apprendra qu'il était membre du cabinet, je ne sais pas si il assumait quelle fonction, mais les gens qui ont été cités, c'était Bisselé et Bifort, il y avait une dame, il y avait Guy Luando. Je crois qu'ils étaient au nombre de 4 ou 5 personnes qui ont été citées. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on comprend comment est-ce que le pays est géré. Bon, je ne sais pas, moi, l'opinion se pose des questions sur l'intérêt de cette démarche. Alain Bolo doit réfléchir. On prend très rapidement. Bon, on reste dans la question dans l'Est. Alors, Alain Bolodjoa, il y a des images qui circulent qui nous démontrent clairement que la population dans les zones occupées, on prend les cas de Vira, la population manifeste contre les départs de la coalition AFCM23. Le gouvernement a réagi en disant que la population a été forcée, contrariée à faire ce genre de manifestations. Vous partagez cette information ou bien vous avez d'autres informations? Bon, ce qui est vrai, ce que vous appelez gouvernement, ils n'ont jamais été sérieux. Je ne pense pas qu'ils vont changer aujourd'hui. Nous parlons de la population. C'est-à-dire la population qui vit dans cet espace. Quels sont les éléments probants qui peuvent justifier les désirs de cette population à souhaiter revenir dans l'ordre politique de M. Félix Tshisekedi? Oh, vous posez la question, quels sont les éléments probants? Quelle est la motivation? Oui, quel est l'intérêt à ceux qui sont de l'autre côté de désirer être avec Félix Tshisekedi? Parce qu'ils étaient avant avec Félix Tshisekedi. Exactement. Et celui-ci a été incapable de les sécuriser. La population dans la partie Est n'a pas été favorable à l'avancée de AFCM23. Voyez-vous? Mais le fait seulement que chaque jour qui passe, les gens constatent qu'il y a des faiblesses en termes de politique publique. Et bien aujourd'hui, cette population préfère rester avec ces criminels, justement parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux chez Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, nous qui sommes en dehors, nous qui sommes encore avec Félix Tshisekedi, bien que nous ne soutenons pas AFCM23,
Mais du moins, nous sentons que même nous qui sommes là, nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas contents de ce qui se fait. Donc, il suffit seulement de faire une déclaration pour vous rendre compte de l'acharnement, de la haine qui se dégage dans les politiques publiques. Ce qui est vrai, c'est que nous assistons là à une sorte de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, à force d'être avec ces criminels, la population devient admiratrice, fort malheureusement, de ces bourreaux-là. Peut-être parce que cette population s'est dit, cette fois-ci ou cette fois-là, ils sont mieux comparativement à ceux qu'il y avait avant. La population a manifesté. Effectivement, nous ne pouvons pas apprécier le degré d'indépendance. Nous ne pouvons pas apprécier le degré d'indépendance de cette population, d'autant plus que ces grandes villes-là regorgent beaucoup de gens et la mobilisation n'a pas été si forte que ça pour dire que toute la population est d'accord. Parce que même ici, tout le monde n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi. Même là-bas, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord de la présence de ces gens-là. Mais ceux qui ne sont pas d'accord n'auront pas la capacité ou sinon le courage de se manifester, d'autant plus qu'ils savent que ceux qui détiennent les armes, ceux qui ont le pouvoir coercitif, peuvent, n'est-ce pas, profiter de la situation pour leur rendre compte. C'est-à-dire qu'on a privé à la population la liberté de faire le choix. Voyez-vous? Mais ceux qui ont la capacité ou ceux qui ont le désir de soutenir AFC M23 ont la latitude de se proclamer, de déclarer leur appartenance, mais les restes n'auront pas le même moyen. C'est comme aujourd'hui ici à Kinshasa. Si vous déclarez appartenir à AFC M23, naturellement vous serez crucifié. Vous aurez peur. Même ceux qui ont tenté de faire ces déclarations dans ce sens-là se sont vus être matés par le pouvoir. Donc ce sont là les conditions. Mais l'idéal serait d'avoir un peuple qui a la même vision, la même perception de choses, surtout en matière de la gestion du patrimoine commun, la gestion du pays. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il y a effectivement cassure entre l'Est et l'Ouest, et cela augure une volonté manifeste à nous diviser davantage, parce que le fait seulement que ceux qui sont de l'autre côté deviennent de plus en plus heureux, joyeux de leur posture, de leurs conditions, ils risquent aussi d'encourager l'idée de l'autonomisation de ces autres contre le détriment de la République. Bien évidemment, ce sont de maladresses de gouvernance que nous constatons qui favorisent la balkanisation, parce que la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Si aujourd'hui, nos frères de l'Est refusent de vivre avec nous, ils préfèrent être avec Nanga, cela sous-entend que Félix Tshisekedi a failli à sa mission. Mais fort malheureusement, même ici, on n'est même pas libre de dire ce que nous pensons. Il y a des gens à qui on donne l'argent pour passer à la télé, plébisciter Félix Tshisekedi comme meilleur gestionnaire, considérer que le pays va bien. Si vous dites le contraire, on vous menace de mort, on envoie des milices. Vous avez vu avec le président Martin Fayulu, qui voulait à peine organiser une conférence débat. On a envoyé l'armée, justement, pour lui interdire un droit constitutionnel. Et ce qui est surprenant, le commis pour la sécurisation de la zone ne savait même pas que les activités qui sont organisées dans des espaces privés ne requièrent pas nécessairement l'information, encore moins l'autorisation. Donc vous comprenez que l'environnement devient malsain et personne ne se retrouve dans cette aventure FCCK. Alors, merci beaucoup Alain Bouloujoua. Je ne sais pas, on reste dans Ouvira directement. Alain Bouloujoua, on a tous suivi les communiqués des FRDC qui est venu d'ailleurs après celui du gouvernement, parce que le gouvernement communiquait en disant que les retraits de l'AFC M23 dont Vira, c'est une diversion, c'est un non-événement. Et puis après, quand la coalition, les médias ont balancé les images du début de ces retraits, le gouvernement communiquait en disant que, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? J'ai suivi également les médias internationaux qui doutaient, qui restaient pas les médias internationaux. Washington, annoncé par les médias internationaux, Washington également était dubitatif du fait de ces débuts de ces retraits. Là maintenant,
c'est l'armée qui dit clairement que l'AFC M23 est dans Uvira. Quelle est la lecture de votre côté? La RDC doit se contenter de dire, parce que nous avons tous suivi la ferveur dans les chefs des partisans, des sympathisants de ces pouvoirs. Le pouvoir doit se contenter de dire de l'AFC M23, ou bien le gouvernement doit forcer ces gens à quitter, ou soit attendre la médiation puisse forcer ces gens de quitter. Bon, en tout cas, il y a une forme d'ambivalence dans la démarche de ceux qui prétendent être vos dirigeants. Lorsque j'avais vu Madame Kitita publier le communiqué de AFC M23, en tout cas, je n'ai pas supporté, j'avais réagi directement. En disant quoi? AFC M23 était favorable de sortir de l'Uvira avec des conditionnalités. Connaissant comment le journaliste congolais fonctionne, je sais que l'essentiel d'entre vous... N'attaquez pas de confrères ici. Hein. Oui, mais on doit vous dire de vérité. Si j'ai le droit de dire de vérité à Félix, c'est que je peux vous le dire aussi. Mais pas des confrères dans ce plateau. Oui, mais si vous allez couper, ça c'est votre problème. Moi, je non, on ne coupe rien. L'essentiel d'entre vous, les journalistes, vous êtes des partisans. Vous, et nous savons que quand tel communique, c'est ça la ligne de communication du pouvoir ou sinon du gouvernement. Moi, personnellement, je n'étais pas content. Et pourquoi? Mais justement parce que je sais que c'est un jeu d'intelligence. C'est une bonne nouvelle, Alain Bolojoa. Non, mais si c'est la bonne nouvelle, alors ne me posez pas ce genre de questions. Parce qu'en réalité, si c'était une bonne nouvelle, on allait constater leur retrait. Voyez-vous? Moi, personnellement, je n'avais pas apprécié parce que c'est un jeu d'intelligence. Et de la part de qui? De la part des deux parties. C'est-à-dire que Nanga peut aussi manipuler l'opinion en utilisant les gens du pouvoir. Voyez-vous? C'est plausible. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, on peut vous pousser à dire des choses en leur faveur sans les savoir. C'est-à-dire qu'il faudrait développer cette intelligence-là pour comprendre l'intentionnalité de ce qui est fait. Un autre élément, il y a eu des journalistes, il y a Dou Jésus et les autres qui ont eu à publier une vidéo qui a tenté de nous faire croire que AFC M23 s'est retiré de l'Uvira. Je me suis posé la question. Comment le pouvoir pouvait-il vous utiliser, vous journalistes, pour faire passer le message de AFC M23? Parce que avant que le gouvernement ne prenne au sérieux une telle vidéo ou une telle information, il devait compter sur la certification des services. Ce sont les services qui doivent certifier l'authenticité de ce qui est dit et surtout certifier effectivement ce qui est dit. C'est-à-dire la vidéo devait être certifiée, mais aussi il devait donner des renseignements par rapport à la situation qui se vivait sur place. Parce que je sais que le gouvernement ou sinon les services ont leurs agents qui sont sur place. Mais justement, après, le gouvernement a réagi du coup à l'instant. Non, mais le gouvernement a réagi, mais le gouvernement a donné aux journalistes les vidéos pour relayer. Fort malheureusement. Voilà pourquoi j'ai dit, monsieur, comment il s'appelle, Mouyaya, n'a pas l'intelligence situationnelle. Il se laisse plus emballer par les émotions, par les sentiments. Et il pense que c'est ça le patriotisme. Non, il s'agit d'une guerre d'intelligence, une guerre de manipulation d'esprit. Il fallait prendre le temps de bien analyser. Pour que le M23 quitte, il faudrait qu'il y ait des préalables, naturellement. Parce qu'ils ne vont pas quitter pour s'exposer. Ils devaient poser des conditionnalités. Mais ces conditionnalités-là sont contraires à la philosophie de la Constitution et même à la philosophie de votre démarche de Washington. Justement parce que vous confondez les deux. Les conditions posées par les M23 sont contraires à la Constitution. Non, mais bien évidemment. Mais comment on va demander à l'État de quitter un espace où il devait exercer son autorité? On parle d'une force neutre. Non, mais la force neutre, là, n'a pas de soubassement constitutionnel. Voyez-vous, on ne peut pas demander à l'État de créer des zones neutres dans notre espace. Parce que l'État doit s'exercer sur tous les territoires. Exactement. Et c'est ce qui est dit la Constitution. C'est-à-dire que si vous agissez
dans le sens contraire de la Constitution, un gouvernement sérieux ne peut pas accepter cela. Mais fort malheureusement, ce gouvernement n'est pas en mesure d'imposer sa volonté. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, si AFC M23 occupe Uvira, ce n'est pas parce que le gouvernement le voulait. Ces fameux gouvernements étaient dans l'incapacité de s'organiser, d'organiser les opérations en vue de faire échec à l'entreprise de AFC M23. Alors, si vous demandez aujourd'hui à ce gouvernement de s'imposer, le gouvernement va user de quels instruments? Parce qu'il n'y avait que la force publique qui pouvait s'imposer. Et fort malheureusement, cette force a été défaillante. Le gouvernement a été incapable d'empêcher AFC M23 d'entrer dans Uvira, ce qui veut dire que le gouvernement n'a pas d'autre issue que de négocier avec ces derniers. Ce qui est grave. Le gouvernement, déjà lui-même, ne compte plus sur la force. Il compte sur la volonté ou sinon la bonne foi des partis signataires et surtout du facilitateur. Ah, le gouvernement ne compte plus sur ses militaires, c'est ça? Non, le gouvernement, c'est ces fameux gouvernements comptent plutôt sur la capacité de persuasion des Américains. Ça, c'est une sorte de démission. C'est un aveu d'impuissance, un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'est plus en mesure de défendre l'intégrité territoriale, de défendre l'unité nationale, de défendre la population et ses biens. Le gouvernement compte sur un autre gouvernement. Et fort malheureusement, ce gouvernement-là est le parrain du Rwanda, qui est le parrain de AFC M23. C'est quand même pitoyable de voir ces genres de perception de choses, ces genres ces genres d'options être élevés par un gouvernement. Nous avons dit que le fait seulement que AFC M23 a brisé les murs de sécurisation ou la ceinture de défense pour atteindre Uvira, le fait seulement que notre armée ou sinon nos militaires se sont dispersés et on n'a pas su les fédérer, le canaliser pour organiser une force de riposte, il nous sera difficile d'envisager s'imposer parce que là nous sommes en train de négocier en position de faiblesse. Ce qui est grave. Au même moment, le gouvernement a créé une force parallèle, c'est-à-dire en sus de FARDC, le gouvernement a créé une autre organisation, cette fois-là constituée de personnes, des civils que nous appelons communément le Wazalendo. Ils ont un DG, ils ont un PCA, et ce sont eux qui font office de force de défense en ces moments-là. Et ils ont attaqué des compatriotes qui se sentent mobilisés pour défendre... non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est cette absence d'intelligence situationnelle qui justifie le faille de l'État. Mais la population s'organise. Mais cette population, en s'organisant, a nommé ou s'est choisi un PCA. Le PCA est un député national et en même temps membre de l'Union sacrée qui est au pouvoir. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence qu'il y a dans leur démarche. C'est-à-dire que vous dites que c'est la population, mais à la tête de cette organisation populaire, il y a des membres de l'Union sacrée qui du reste assument de fonctions et qui travaillent en collaboration avec le gouvernement. Et ce qui est grave, dans leur déclaration, ils vous disent qu'ils ne sont pas régis par le même protocole et ils ne dépendent pas du commandement de l'armée. Oui, c'est possible d'avoir une organisation qui ne dépend pas de l'armée. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas normal d'avoir une organisation qui agit dans le secteur de la défense sans que cela soit coordonné par le gouvernement. Parce que le ministre de la Défense n'est pas le ministre des Armées. Il est le ministre de la Défense. La Défense veut dire armée et toutes les autres organisations qui agissent dans le domaine de la défense. La défense va au-delà de l'armée. On peut effectivement, sur pied des dispositions pertinentes de l'article 63 de notre Constitution... La défense va au-delà de l'armée. La défense va au-delà de l'armée. L'armée, c'est une instance d'exécution de politique, mais la défense va au-delà. Parce que dans la défense, il y a la diplomatie, dans la défense, il y a l'organisation populaire, la défense, il y a le partenaire extérieur, ce qui est différent de l'armée. L'armée
c'est un corps, c'est une organisation qui est régie par une loi. Pour être membre de l'armée, on peut être soit militaire, soit civil, mais qui sont régis par le protocole militaire. Alors que la défense va au-delà, on peut trouver le partenaire, on peut trouver la mobilisation populaire au regard des dispositions de l'article 63 précité. Donc il peut y avoir d'autres organisations connexes à l'armée dans le cadre des opérations de défense. Mais fort malheureusement, cette organisation ne dépend ni du gouvernement, d'après ce que vous dites, ni de l'armée. C'est-à-dire que ce sont des électrons libres. Au moment où nous vous parlons, le Ouazalund ont agi dans Uvira en dehors de la stratégie conçue par le gouvernement. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'il y a des désordres. Parlons de la situation de l'Uvira, on essaie un peu d'embrouiller surtout. Quelle est votre lecture? Vous pensez que l'effet d'organiser, de tenir des procès contre les militaires qui auraient fui les combats, on l'a fait quand les combats a commencé depuis Goma, on a fait un procès à Bukavu, on a fait à Uvira, là maintenant c'est à Kalamu. Vous pensez que ces procès changent quelque chose ou bien ces procès contribuent à la... Bon, je ne parlerai pas de la démobilisation, mais ça contribue à la baisse du moral des militaires. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'intérêt, c'est il n'y a pas de liberté sans ordre, il n'y a pas d'ordre sans discipline, il n'y a pas de discipline sans sanction. Et surtout qu'il s'agit là de l'armée. Dans l'armée, le premier principe, c'est la discipline. Voyez-vous, il faudrait que nos militaires soient disciplinés. Mais attention, les militaires aussi sont des humains. Voyez-vous, lorsque les ordres viennent à temps et à contre-temps, ils n'ont qu'à faire le choix. Parce que entre la discipline de l'armée et le souci des survies d'un militaire, entre les deux, la priorité, c'est le souci des survies. Non. Ce n'est pas... Entre la discipline et la survie. La survie d'un militaire, l'instinct de survie. C'est la survie, c'est l'instinct de survie qui vient en premier. Parce qu'on ne recrute pas dans l'armée pour envoyer les gens à la mort. Ah, d'accord. Les militaires ont aussi droit à la vie. Ah, les militaires ont aussi droit à la vie. Ont droit à la vie. Même ceux qui partent en guerre. Effectivement, ils doivent se rassurer de revenir vivants. Ah, mais il y a éventualité de mourir. Voyez-vous? Mais ils doivent d'abord se rassurer. Ils vont rentrer vivants. C'est ça le leitmotiv. Dans les opérations, si le militaire constate que le commandement n'est pas garanti, c'est-à-dire on n'arrive pas à donner des ordres qui vont dans le sens de répondre aux exigences du terrain, généralement les militaires ont tendance à fuir. Alors, s'il y a le commandement qui n'obéit pas à la réalité sur le terrain. Non, mais effectivement, si vous donnez des ordres à temps et à contre-temps qui ne répondent pas aux réalités sur le terrain, naturellement, les militaires vont fuir. Ce n'est pas seulement chez nous, ça se fait partout ailleurs. Ça se fait partout ailleurs. Partout. Parce que le souci de survie pousse l'homme à se protéger contre les dangers. Est-ce que ce n'est pas une forme de trahison? Ça ne peut devenir trahison que si le commandement, le commandement correspond aux réalités sur le terrain et si le moyen suit le commandement. Parce que vous ne pouvez pas demander aux militaires qui ne sont pas assez motivés, qui n'ont pas assez d'équipement, qui n'ont pas de bons renseignements et qui n'ont pas de rations, à rester là, continuer à se battre, alors qu'il y a déjà cassure entre le commandement et l'exécution. Mais les Bolodjoa, n'est-il pas contradictoire? Le gouvernement et l'armée reconnaissent qu'il y a... Bon, je ne parlerai pas du commandement, ou soit de cette technique des replis stratégiques. Comment expliquer que l'armée, quand elle communique, elle-même parle des replis stratégiques? Mais comment dire autant que les militaires ont fui? Aussi longtemps il y a repli stratégique, comment les militaires peuvent fuir quand il y a repli stratégique? Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit est-ce qu'il y a un problème? Effectivement, il y a un problème de commandement parce que les troupes sont gérées par ceux qui sont sur place. Exactement. Voyez-vous?
Mais ceux qui sont sur place, ceux qui gèrent le troupe, reçoivent le commandement de Kinshasa, ouais. fort malheureusement. La hiérarchie. Mais si eux constatent que votre commandement ne cadre pas avec les réalités, ils peuvent aussi vous orienter. Mais qui doit prendre la décision des replis stratégiques? C'est le président de la République. Il est le seul à pouvoir décider sur les opérations. Mais si lui-même n'est pas présent, il est dans autre chose, il est dans les loisirs, non, et qu'on a besoin d'être sur le terrain, l'évolution. Non, mais il n'est pas, attention, nous avons dit, le commandement c'est qu'on soit ici, à partir de Kinshasa, ouais. C'est-à-dire qu'il doit être permanent, parce que c'est lui qui doit donner des orientations, c'est lui qui doit donner des injonctions. Si lui n'est pas là, il est préoccupé à autre chose, il est dans le loisir, il est dans les futilités, naturellement, le ministre ne décide pas sur les opérations militaires. Il n'a pas compétence. Mais c'est lui qui encadre... Non, mais effectivement, il est dans la conception de politique de défense. Mais il n'est pas décideur. Le ministre va décider sur quoi? Le commandant suprême est le seul. C'est le président de la République. Ouais. C'est lui qui doit décider. Parce que c'est lui qui dirige même le Conseil supérieur de la défense. C'est lui qui dirige les commissions ou les task force que l'on met sur place justement pour juguler la situation. C'est-à-dire c'est lui qui doit orienter. Mais si lui n'est pas là, ça pose problème. Mais au-delà de tout, le terrain n'est pas constitué que de militaires. Il y a aussi l'autre côté. Il faudrait effectivement s'organiser pour rassurer aux personnels militaires qui sont sur le terrain, qui sont appuyés par le commandement. Parce que si eux revendiquent et exigent à ce que vous teniez compte de leurs renseignements, vous ne voulez pas écouter ce qu'ils disent. On vous dit, on vous demande un appui militaire et que vous n'agissez pas, et bien naturellement, ils sont obligés de faire ces replis stratégiques. Il y a même certains replis stratégiques qui sont conçus par le commandement. Mais on reproche aux militaires le fait d'avoir abdiqué ou abandonné le poste d'affectation. Ce sont là des réalités. Mais ces gens-là, lorsqu'ils viennent ici à Kinshasa, où ils sont jugés, mais quand vous les jugez, les autres suivent aussi ce que vous dites. Parce qu'apparemment, on profite. C'est-à-dire, on veut... Ce sont des boucs émissaires, en fait. On veut leur rendre responsables de failles de commandement. Les militaires, dans cette situation, les militaires deviennent... Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, parce que nous avons vu des gens qui ont été interpellés, mais après, ils ont été acquittés. Madame Bouloujou, on ouvre une brèche. Je ne vous ai pas reçu quand cette déclaration a été pondue. Le secrétaire général de l'UDPS estime que les motards, les WEWA, doivent collaborer avec les services de sécurité. Doivent bien collaborer. Bon, moi j'ai mis comme ça. Doivent collaborer avec les services des renseignements, ainsi de suite. Ils le font déjà. Oh. Oui, ils le font. Ça date. Ça date. Vous confirmez que ça date? Bien évidemment, ils le font. Comment ça? Non, mais ce sont des informateurs. Dans la plupart des cas. Ils fournissent des informations. Sérieux? Ah, mais bien évidemment. Vous êtes qui? Sur base de quelle formation? Sur base de... Non, mais apparemment, ils ont été réécoutés, d'après ces dires. Ils ont été réécoutés. Certainement qu'ils ont été formés, justement pour servir de renseignement ou d'informateurs. Et d'ailleurs, ceux qui prennent souvent les motos vous diront que, généralement, quand vous prenez des motos qui vont vers Gombe, en tout cas, l'essentiel d'entre ces motards-là, surtout le soir, sont des militaires. Sérieux? Ça, c'est ce que nous constatons, fort malheureusement. Et si lui le dit, il le dit justement parce qu'il sait que le pouvoir doit être protégé par le motard. On peut tirer quelque chose dans le sens de positif dans ça, ou bien carrément c'est fou? Non, le problème, c'est que dans des pays en crise, généralement, toute la population devient informateur. Ah, d'accord. Toute la population. Mais pourquoi a-t-il fixé essentiellement le motard? Parce que l'essentiel d'entre eux ont des liens avec le pouvoir. Lui ne les fait pas pour protéger l'État, mais pour protéger leur pouvoir. Ce n'est même pas son premier discours. Il avait dit qu'ils sont prêts à distribuer les armes pour défendre leur pouvoir. Et ils sont dans cette logique-là. Et l'essentiel des membres de l'UDPS qui n'ont pas d'emploi sont des motards.
Donc on comprend facilement qu'ils sont en train d'utiliser le motard contre la population. Fort malheureusement. Alors, Alain Bouloujoua, on revient pour clore ce chapitre sur Uvira. À l'instant, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur terrain? Est-ce que les négociations doivent répondre au niveau des Doha? Bon, selon certaines informations, ces négociations pourraient répondre cette semaine, mais est-ce que ces négociations doivent répondre ou bien on reste comme ça, on stagne? Félix Tshisekedi n'a ni le pouvoir de dire oui, ni le pouvoir de dire non. Donc quoi? Mais par rapport à ce qui s'est fait. Parce que tout ce qui s'est fait nous est imposé par ceux qui sont plus forts. Chers amis, ceux qui ont été forts, capables de désarticuler tous les systèmes de défense que nous avons pu mettre avant Uvira, ceux qui ont fait ça auront aussi la capacité de les refaire. Voyez-vous? Parce que déjà... Répétez un peu, ceux qui étaient capables... Non, mais ils l'ont déjà fait, ils pourront les refaire. Et d'ailleurs, ils ne seront pas loin. Ceux-là sont qui? Ceux-là sont qui? Bon, Félix Tshisekedi le connaît. Ils ne seront pas loin de la ville d'Uvira, parce qu'ils sont encore à Uvira. Oh, ils ne seront pas non loin... non, mais ils seront dans le territoire d'Uvira. Ils seront là. Ils ne seront pas loin. On leur a demandé de quitter la ville d'Uvira. On leur a pas demandé de quitter Uvira en tant que territoire. Bon, exactement. J'ai vu également une sorte de communication allant dans ce sens que le gouvernement exigerait les retraits de 75 km, je crois bien. Et eux, ils disent que il n'y a pas de conditions à nous imposer. On s'est retiré de bonne foi. Mais si vous voulez à ce que nous puissions nous retirer des 75, là, venez nous déloger. Donc, ils seront aux alentours de... L'exigence est de quitter la ville et non les territoires. C'est-à-dire, on demande aux gens de quitter Gombe. Ils peuvent être dans la commune de Kinshasa, Baoumou, Lingouala, Kintambo. Donc, à tout moment, ils peuvent rentrer parce qu'ils l'ont déjà fait. Voyez-vous? Et surtout que le dispositif que nous avons pu mettre en place avant leur entrée était quand même conséquent. Mais ce que nous allons faire maintenant, ça sera du bricolage. Donc, on n'a pas assez de moyens et assez de temps pour nous organiser. Et au-delà de ça, là où dans la ville, il n'y aura pas que l'armée, on va pas confier la responsabilité à notre armée de défendre cette zone parce qu'ils vont encore faire leur repli stratégique. C'est tellement que nous comptons sur l'intervention d'une force extérieure. Et si cette force extérieure, ça sera les Américains ne vont pas envoyer leurs fils ici pour se battre pour nous. Certainement qu'il y aura d'autres forces qui viendront. Donc ça doit être négocié pour justifier ces retraits-là. Au-delà de tout ce que nous disons là, c'est justement parce que l'État est faible. C'est parce que l'État est faible. On nous impose à nous de discuter avec les délinquants. Parce que l'État est faible. Si l'État était fort, si nous avons une armée persuasive et dissuasive, on n'allait même pas discuter sur ces questions-là. On veut nous dire, non, voilà, la meilleure des choses serait les retraits. Non, la meilleure des choses serait les repousser jusqu'au niveau du Rwanda et faire la guerre au Rwanda. Mais effectivement que nous sommes faibles, gérés par des gens, des apépristes, des invertébrés. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de solutions palliatives. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas l'État congolais demander la paix. Non. Il fallait faire la guerre, mais nous sommes incapables parce qu'il y a un problème de commandement. Alain Bouloujoua, les mandats de la MONUSCO a été prorogé encore. Quels sont les éléments nouveaux ou bien ça reste la même chose? Bon, en tout cas, c'est qui est vrai... face à la situation dans l'Est, bien sûr. En tout cas, c'est qui est vrai... quelles que soient les décisions ou les orientations que l'on pourrait prendre au niveau du Conseil de sécurité, je ne vois pas la communauté internationale se substituer en FARDC. C'est-à-dire que si nous voulons trouver des solutions, on doit s'organiser au niveau interne. Parce que la MONUSCO, ça fait depuis 1999, si je ne m'abuse pas, 98-99, lorsqu'on avait signé la première résolution créant la MONUC, je crois entre 98-99, et depuis lors jusqu'aujourd'hui, l'Est, la partie Est du Congo reste le ventre mou. C'est-à-dire que nous subissons des guerres, il y a beaucoup de problèmes, parce que justement, en interne, on ne représente absolument rien.
j'ai suivi la démarche de la France à ces niveaux-là, je me dis, mais la France avait tout dit. La France nous avait dit d'organiser notre administration, d'organiser notre armée pour que nous soyons dans la mesure de nous imposer et d'être intransigeants vis-à-vis de ceux qui nous attaquent. Mais aujourd'hui, nous pleurnichons. M. Félix, c'est qu'au lieu de s'organiser, d'organiser l'armée, il préfère plutôt construire un mur de lamentation où à chaque fois il ne fait que pleurer, se lamenter. Moi, je considère que ça, on doit laisser ça aux gamins. On doit avoir un président de la République sérieux, discipliné, en même de mobiliser et l'armée et la population pour que nous fassions effectivement la guerre. Et cette guerre, c'est une guerre de survie. Ce n'est pas seulement la guerre pour la beauté, non. C'est une guerre de survie parce que si nous échouons contre le Rwanda, on échouera toujours contre tous les autres pays. Et ça, c'est vraiment insupportable. Alors, Alain Bolojo, on prend... je parle de la traque, de la répression aux opposants. Est-ce que vous êtes d'accord comme ceux qui disent que ce qui se passe à l'instant, c'est plus pire que sous Kabila? Même sous Kabila, il y avait une dose de répression, mais là, c'est des trop. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que à l'époque de Kabila, on arrêtait les opposants. À l'époque de Kabila, il y avait les bérets rouges. J'espère que c'était ça, bérets rouges, quelque chose comme ça. À l'époque de Kabila, certains opposants et même certains membres de la société civile étaient en insécurité. Mais il y a... En tout cas, c'est la même chose, en fait. Ce sont les deux faces d'une même monnaie. Parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi être différent de Kabila. Félix Tshisekedi, c'est un Tshisekedi kabiliste. Il est dans la logique de Kabila, bien qu'ayant une dose de moboutisme, mais il reste kabiliste. Dans sa manière, et kabiliste, effectivement, c'est un kabiliste patenté. C'est-à-dire qu'il ne fait que réitérer ce que Kabila a fait. Parce que chaque fois quand vous dites que ce que vous faites, mais à l'époque de Kabila aussi, on avait fait la même chose. C'est-à-dire que ce sont des copistes, des gens qui veulent faire comme Kabila. Mais ce que je n'ai jamais vu de Kabila, c'est de menacer un candidat président de la République. Je ne sais pas, je n'ai pas souvenance, je n'ai jamais vu un candidat président de la République être autant menacé comme on l'a fait avec Franck Diongo. Franck Diongo n'a même pas été menacé par l'armée, mais par la force du progrès. Ça, c'est grave. Je ne l'ai jamais vu. Je sais que en 2006, Théodore Ngoy était menacé, oui, mais l'État avait agi en lui dotant de policiers et de jeeps pour sa sécurité. Mais cette fois-là, il n'y a aucune réaction de l'État. Et ce qui est grave, les candidats présidents qui étaient deuxième n'a jamais été inquiété par Kabila. Mais aujourd'hui, Shadari est inquiété. Je ne sais pas les vraies raisons, je ne peux pas opiner là-dessus, mais ce qui est vrai, Félix Tshisekedi n'a peur de personne apparemment. Ni de la loi, ni de la loi légale, ni de la loi morale, ni de la population. Donc c'est lui il a peur de personne. Non, mais il n'est pas... c'est lui le roi soleil. Il est vénéré il est pris pour un dieu. Il a été déifié. C'est-à-dire que tout ce que lui pense, c'est ce qu'il doit se faire. Mais est-ce que je me pose la question, ça servirait à quoi de faire référence aux lois alors qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir supraconstitutionnel? Est-ce que lui bien c'est ses services qui... ce sont ses services qui... Ce sont les quoi? Ses services. Ses services. Est-ce que lui bien ce sont ses services? Ah mais oui, ce sont ses services. Le chef n'agit pas, le chef ne fait pas, il fait faire. Est-ce qu'il n'y a pas des zélés, des gens... Non, mais lui-même est zélé. Parce qu'il crée les conditions pour que tout le monde soit en insécurité. Parce que je ne vois pas la raison fondamentale qui pouvait permettre à Félix Tshisekedi de commencer à arrêter les opposants non armés. Voyez-vous, lui-même qui dit opposition à péter, et cette opposition qui n'a jamais développé l'intention de prendre les armes, c'est cette opposition qui est plus matée, plus arrêtée. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de cachots clandestins que ceux qu'il y avait à l'époque de Kabila. Je ne pouvais même pas m'imaginer que Palais de Marbre pouvait être un cachot clandestin. J'ai été il y a choqué. Un cachot maintenant au niveau des Palais de Marbre. Chiwewe était détenu où? Je ne sais pas. Ah voilà, il faut chercher l'information. Chiwewe était... Il était détenu où? Je ne sais pas. Ah mais voilà, il faut chercher l'information. Voilà. Et même, nous apprenons même au niveau du stade des martyrs.
Oh, Mais ça devient de trop, là. même l'essai de martyr. Oh. C'est quand même surprenant. Hein? Madame Bouloudjoua, comment vous réagissez aujourd'hui? Je vois la publication des Marie-Ange Mouchebe, quoi. C'est des enfants, je ne sais pas, capturés, fouettés, ainsi de suite. Ouais, ils ont Elle été a torturés, écrit. nous l'avons vu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je n'ai aucune idée, mais je condamne avec véhémence. Et comment ça Je ne vois, pourrait... il n'y a aucune raison pour torturer ces enfants, même s'ils auraient commis de choses répréhensibles, mais il fallait les amener devant leur juge naturel. Parce qu'il semblerait qu'ils sont déjà majeurs. C'est-à-dire qu'on pouvait les amener devant leur juge, être jugés et condamnés, parce que nul n'a le droit de se rendre justice. Même si vous assumez de hautes fonctions au niveau de l'ANER, ou même si vous serez le fils des dieux, vous n'êtes pas Dieu. Tout le monde doit être soumis à la loi. Vous ne pouvez pas commencer à torturer les enfants des gens et penser être impuni. Vous savez, c'est ce qui crée des frustrations en fait. Alors, parce que j'ai vu dans son tweet, elle a écrit que non, à comme une souka, mais d'abord, elle est veuve. Elle est veuve. Quand vous attaquez à ses enfants, c'est-à-dire que vous voulez effacer pratiquement sa progéniture. Et vous voulez qu'elle fasse quoi? Parce que moi, si j'étais à sa place, j'allais réagir pire que ce qu'elle a fait. Oh, mais je vous dis, si vous étiez à sa mais place, quel est ses parent responsable qui va accepter que ses enfants soient maltraités alors qu'il est encore vivant? Même Félix Sekedi, va-t-il accepter qu'on fasse ça à ses enfants? Non. Si Nanga est capable de devenir rebelle, le fait d'avoir perdu ses carrés miniers, quid alors si on avait touché à sa famille? Non, mais on doit avoir des limites. Hein? On doit avoir des limites. Moi, je ne m'attaque jamais aux enfants de Félix Sekedi parce que je sais que ces enfants sont innocents. Même si leur papa est incompétent, la responsabilité n'incombe pas aux enfants. Mais si vous commencez à toucher nos enfants, vous nous dites que... Donc, ce régime a franchi les seuils. Non, mais franchement, ça c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Vous touchez à nos enfants, vous voulez nous pousser à prendre des armes. Ça, c'est clair. Non. Non, mais je vous dis, mais attendez. Non, ne dites pas ça. Attendez. Nous sommes de politique. Ouais. C'est un combat d'idées. Si vous touchez à nos progénitures, vous voulez qu'on comprenne quoi? Vous voulez nous exterminer, non? Mais comment expliquer qu'il puisse être battu dans la résidence d'un officiel? Ces messieurs doivent être arrêtés. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué ni du ministère des Affaires des droits humains. Rien. Là, on n'en parle pas parce que ce sont des enfants de politiciens. Là, vraiment, vous avez franchi les limites. Je suis désolé. Je suis désolé. Je condamne avec véhémence. Je peux tout comprendre. Si vous arrêtez Mouchebe, quoi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais pas les enfants. Je suis désolé. Il n'y a rien de plus sacré qu'un enfant. Je suis désolé. Moi, j'ai perdu ma fille aînée. Je connais la peine que peut avoir un parent quand on maltraite son enfant. Je connais la peine. Là, vraiment, vous avez franchi les limites. Ce n'est plus la politique, c'est du banditisme. Je suis désolé. Madame Bouloudjoua, comment expliquer cela? Avant, c'était l'enfant de Chadari, les fils Chadari, arrêtés comme ça, sortir d'un restaurant. Là, maintenant, on prend des parents et leurs enfants. Non, mais c'est ça, Félix Sekedi. C'est ce que je disais aux gens qui soutiennent Kabila. Vous êtes créé un monstre. Tout ce que vous voyez là, c'est juste parce que vous avez refusé de reconnaître le pouvoir des Fayoulou. Tout ce que nous vivons là, tout ce que nous avons comme crasse, comme saleté, comme déchet, c'est juste parce que vous avez refusé que Fayoulou soit là. Et vous disiez quoi à l'époque? On ne peut pas laisser Fayoulou parce qu'il risque de nous arrêter. Mais apparemment, vous êtes des prisonniers là. Vous êtes des esclaves. On vous prouve tout le droit. Je ne pense pas que Fayoulou pouvait envoyer des services pour arrêter vos enfants et le fouetter, le torturer comme on voit ça. C'est vraiment de la torture. Vous avez fait un mauvais choix. Il fallait laisser Fayoulou. Parce que ce que vous évitiez, c'est ce que vous vivez. Kabila est en exil, on menace sa femme et ses enfants, on viole même ses droits, les propriétés privées, on maltraite les membres de sa famille, on arrête Chadari, on arrête tout le monde, on arrête tous ceux qui vous soutiennent, juste parce que vous avez refusé de rester dans le format constitutionnel. Vous êtes en train de payer le prix. Et voilà, les enfants maintenant deviennent des victimes parce que vous avez fait un mauvais choix. Voilà pourquoi j'ai dit ici,
Kabila ne compte pas sur mon pardon. Ça, c'est clair. Parce que vous avez fait un mauvais choix. Malin Bolojoa, avec tout ce qui se passe là, vous pensez que si on allait à un dialogue, la sincérité sera... Félix Sekei doit partir. Ne nous parlez pas de dialogue. Vous avez dialogué avec qui? Vous l'avez déjà fait à Kingakat. Avant de lui donner le pouvoir, vous avez dialogué, non? Ça ne sert à rien. Monsieur Félix Sekei ne respectera jamais sa parole. Non seulement qu'il n'a pas la capacité de respecter sa parole, mais il n'a même pas de parole, en fait. Si vous voulez les changements, ces messieurs doivent partir. C'est clair. Est-ce, Alain Bolojoa, vous, en tant qu'opposant, vous vous sentiez toujours en sécurité? Parce que là, il y a Kabound qui a été blessé au niveau des Kanlouka. Jusqu'à présent, aucun message du gouvernement. Face à... Aussi longtemps, il y a toute une loi qui protège l'opposition et les opposants. Vous parlez de quelle loi? Parce que si déjà on ne respecte pas la Constitution, on ne va pas respecter une loi qui dépend de la Constitution. Sentez-vous en sécurité, Alain Bolojoa, en tant qu'opposant? Félix Sekei, c'est un élément perturbateur. Félix Sekei est en train de tuer l'État. L'État n'existe plus. Ça, c'est la loi de la nature qui nous régente. On ne respecte plus la Constitution. Nos droits ne sont pas respectés. Nos enfants sont ciblés. Nos familles sont en insécurité. On nous menace chaque jour, à la télé, à la radio, partout. Même physiquement, on nous menace. Il y a un message dans toi, les tambours qui payent juste. Il y en a plusieurs. 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 Donc être opposant devient un crime apparemment. On n'a pas de choix. On doit laisser chaque jour, avant de sortir les testaments à nos enfants, parce que nous savons qu'en face de nous, il y a des bandits, des brigands qui sont prêts à tout. Alors, vous voulez nous pousser à prendre des armes pour nous défendre? Ce n'est pas intéressant. Nous sommes dans une démarche démocratique. Nous ne prenons pas des armes. Vous êtes prompt à négocier avec Nanga qui a pris les armes, ou vous êtes incapable de supporter nos paroles, nos mots. On n'a que les stylos, les réseaux sociaux et nos paroles. On n'a jamais pris les armes. Mais comment pouvez-vous vous sentir en insécurité avec des gens qui n'ont pas d'armes? Et vous vous sentez en sécurité avec des gens qui veulent vous renverser en utilisant les armes? C'est quand même surprenant. Ce qui est vrai, au-delà de tout, je n'ai pas peur de vous. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Alain Bolojoa. On va temporiser un peu, essayer de parler de l'économie pour finir. Alain Bolojoa, j'ai suivi plusieurs économistes qui estimeraient que l'accord de Washington ou bien l'accord d'intégration économique, ainsi de suite, marcherait sur les codes miniers. Est-ce que c'est vrai d'abord vous en tant qu'économiste? Et de deux, comment les législateurs peuvent faire pour concilier les deux, cet accord de l'intégration et les codes miniers? En tout cas, en suivant ce gouvernement de la honte, ils vont intéresser le Parlement pour avoir une loi spécifique. Une loi spécifique. Une loi spécifique pour permettre l'adaptation de cet accord aux lois internes. Parce que si vous allez dans la procédure du code minier ou du code des investissements congolais, ce sont les investisseurs qui viennent solliciter l'exploitation chez nous, en respectant effectivement la démarche telle que reprise dans les deux codes. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Le Rwanda entre dans notre chaîne de valeur, alors que par rapport au code minier, ce n'est pas possible. Ah d'accord. Donc, Félix Sekei, ne comprenant pas les enjeux, il s'est engagé, il a écouté, il a réduit l'espace de manœuvre de l'État, et tout l'appareil de l'État doit s'adapter à cette forme de délire. Ça, c'est une forme de délire. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est une forme de délire. Ne parlons pas de délire. Si vous ça, c'est une forme, c'est mieux. je ne dis pas de délire, c'est une forme de délire Ah, où on pose des actes contre les intérêts de la nation et contre la loi, et on veut l'imposer à tout le monde. C'est une forme de délire. Si nous étions dans un pays sérieux, nous devons d'abord nous questionner sur ce que nous avons gagné du contrat chinois. Les infrastructures, non. Quelles infrastructures? Les routes. Quelles routes? Et quelle est l'incidence de ces routes sur la structure économique? Qu'est-ce que nous avons pu gagner? Quels sont les effets d'induction que nous avons pu gagner dans ces contrats-là?
Apparemment, on perd. Attention. Les ressources sont épuisables. Ouais. Nous voyons qu'effectivement, il y a une certaine croissance. Mais une croissance appauvrissante. On voit les sites être exploités. Et nous pensons que ça sera comme ça indéfiniment. Non. Les ressources sont épuisables. Nous aurions bien agi si seulement nous avions au départ un plan de développement. Et c'est sur base de ces plans de développement qu'on allait effectivement aller vers les États, vers les nations pour signer des accords dans le cadre bilatéral. Comme ça, ça allait nous permettre d'atteindre nos objectifs de développement sans nécessairement faire intervenir le Rwanda. Pourquoi sommes-nous allés là-bas? Nous n'étions pas allés pour résoudre la question économique, nous étions allés pour quémander la paix et faire en sorte que Félix Tshisekedi soit maintenu au pouvoir. C'est ce que nous voyons. Que vient faire le Rwanda dans nos accords économiques avec les États-Unis? Le Rwanda n'a aucun rôle. Parce qu'on exploite chez nous, ça ne passera même pas par le Rwanda, ça passera par le BIT ou par l'Angola. Que vient faire le Rwanda dans notre deal? C'est justement parce que nous avons été sous-représentés par des gens de mauvaise qualité et aujourd'hui on nous impose la présence du Rwanda. À chaque fois qu'il y aura exploitation, il y aura une décote qui sera versée, une dividende qui sera versée au Rwanda. Je m'interroge, quel est le rôle du Rwanda en réalité dans ces deals-là? C'est juste parce que nous avons un président peureux, un homme incapable de défendre sa nation, c'est un peureux, incapable de défendre sa patrie, sa nation. Ce qui importe pour lui, c'est de se maintenir au pouvoir pour ne rien faire. Fort malheureux. Alors, merci beaucoup Alain Bouloudjoa. Je pense qu'on a essayé de brosser un peu l'actualité dans toutes ses formes. Mais je ne sais pas si vous pourriez placer un mot sur ces bus gratuits de minuit et ainsi de suite que le gouverneur de la ville a lancé pendant ces festivités. Il n'a jamais été sérieux. Je ne vois même pas l'intérêt d'en parler. Oh, mais c'est une réalité. On a non, mais une réalité. Non, mais il y a déjà un problème de trésorerie au niveau de la province. La province n'a pas assez de moyens. La province vit grâce à l'appui budgétaire du gouvernement, bien que dans ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en même temps, on consacre la gratuité. Vous savez que Transco n'est pas une entreprise de la province. Yeah. Transco, c'est une entreprise de l'État. Ouais. Transco devait en réalité avoir une personnalité juridique. Transco a ses charges d'exploitation. Transco a un problème en termes d'équipement. Voyez-vous? Yeah. Et vous venez, vous dites à Transco de consacrer la gratuité de 22h à 4h. Non seulement que les fréquences sont faibles, mais les charges d'exploitation restent indemnes. C'est-à-dire, il faut utiliser le carburant, voyez-vous, il faut amortir les équipements, il faut payer le personnel, et lorsqu'on engage des personnels qui doivent travailler entre 22h et 4h, ils n'auront pas la même rémunération. Exactement. Ils doivent avoir plus de primes parce que justement ils travaillent hors normes. Ouais. Mais à la fin, une province excessivement pauvre prend l'engagement de supporter toutes ces charges-là. C'est antinomique. Je ne comprends absolument rien. Et pourtant, le monsieur prétend être économiste. Vous n'avez aucune idée sur la fréquence. Les bus peuvent aller comme retour vide. Sans vide, exactement. Alors, qui prend en charge tout ce qu'il y a comme consommable? Une province aussi pauvre. Si vous avez le moyen, pourquoi n'avoir pas acquis des bus de la province? Parce que déjà, si vous regardez très bien, l'évolution ou le fonctionnement de Transco, Transco vit sous le mamelon du gouvernement. C'est grâce aux subventions, aux subsides, que Transco continue à fonctionner. Parce que si vous comparez les recettes d'exploitation aux charges d'exploitation, les recettes sont faibles par rapport aux charges d'exploitation. Et vous ajoutez encore un autre problème où le bus vont travailler gratuitement. Non. Même Transacademia a des problèmes, mais ce n'est pas gratuit. Ouais. Alors, si vous rendez gratuit, ça veut dire que vous devez payer.
les charges d'exploitation. Avec quels moyens? Parce que le personnel déjà de la province sont impayés. Vos propres personnels sont impayés, mais vous accordez la gratuité des bus sans tenir compte de la fréquence. Et d'ailleurs, 22h, 4h, mais il y a déjà le couvre-feu de Koulouna. C'est quand même ridicule de voir des gens qui prétendent être intelligents, qui assument des fonctions, mais qui mettent de côté leur science, leur intelligence. Je peux comprendre qu'une telle décision soit prise par un juriste, un sociologue, mais pas par un économiste. C'est irrationnel. Alors, Alain Bouloudjoa, il y avait une actualité là, concernant les 450 millions que les institutions de Bretton Woods donnent encore. Je vois les sympathisants de ce pouvoir en train d'applaudir, mais il y a une portion, une couche d'intellectuels qui pensent que c'en est de trop. Vous, votre position en tant qu'économiste? Cher ami, tout financement extérieur est bien pour l'État. Tout financement extérieur est bien pour l'État. En tout cas, tout financement extérieur est une bonne chose pour l'État. Parce que si on considère la sévérité de la pauvreté, surtout la profondeur de la pauvreté, nous ne pouvons pas affranchir notre peuple sans l'aide extérieure. Ça, c'est clair. On doit compter sur l'apport extérieur. L'appui budgétaire, l'appui sur la balance de paiement, ce sont des moyens qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à respirer un peu. Mais la grande question, c'est comment nous négocions et comment nous affectons ces fonds. Parce que si c'est juste pour l'embellir, pour voir que nous avons effectivement mobilisé le fonds extérieur, ça devient de l'imbécilité. Je suis désolé. Non, s'il vous plaît. Nous avons une dette extérieure de plus de 15 milliards de dollars. 15 milliards que la RDC doit payer. Le ministre en charge de budget l'a dit. Mais la grande question que nous devons nous poser, qu'avons-nous fait de cet argent? On n'a pas investi. Mobutu a contacté 2 milliards 300 millions et de poussière. Il a construit barrage d'Inga. Ça continue de fonctionner jusqu'aujourd'hui. Mobaïmo, Zongo 1. Nous avons Pont Maréchal. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que vous avez amassé comme argent? Apparemment, ça ne sert qu'à vous. Mais c'est nous qui devons payer. Mais c'est la guerre, Alain Bouloudjoa, tout part dans... Le Fonds monétaire international ne finance pas la guerre. Mais quand cet argent peut être... Bon, je sais que le fonds qui provient du système des Nations Unies sont toujours préaffectés. Exactement. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Il n'y a aucune réalisation ici. Aucune. Ne nous parlez pas des centres financiers, des centres culturels. Ça, c'est un dossier qui a été négocié par chez Okitoto, 2015. Qu'est-ce que vous avez fait des 15 milliards? Rien du tout. Mais si vous prenez cet argent, vous l'investissez de manière rationnelle dans des projets bancables, ça pourrait éventuellement créer des effets d'induction et même des externalités positives. Mais effectivement que vous allez vers les institutions de Bretton Woods pour gonfler vos propres poches. C'est-à-dire que nous assistons là à une forme d'endettement de bête. C'est-à-dire qu'on s'endette pour des futilités, mais on semble oublier qu'on va payer avec les intérêts. Parce que lorsqu'on parle de 13 milliards, 14 milliards de dollars de dettes qu'aurait hérité Joseph Kabila, ce n'était pas au départ 14 milliards. C'était 3 milliards et de poussière. Mais ce sont les effets de la dette qui nous ont amenés jusqu'à 14 milliards. Tout ce que Félix Tshisekedi prend comme dette aujourd'hui, mais ça va peser sur celui qui viendra. Mais il n'y a aucun investissement structurant. Ça ne sert absolument à rien, à part peut-être acheter les bijoux aux épouses et aux épousettes. L'État ne gagne rien. Merci beaucoup, Alain Bouloudjoa. C'est ça le côté ridicule de ces pouvoirs. Quand vous recevez Alain Bouloudjoa, il y a beaucoup de sujets. Mais très vite, Alain Bouloudjoa, les budgets 2026, on tend vers 22 milliards. Vous pensez que c'est chimérique ou bien... C'est plutôt platonique. L'État congolais est en mesure d'avoir un budget au-delà des 30 milliards.
mais pas avec des gens comme Félix Tshisekedi et sa cohorte. C'est possible d'avoir un budget de 30 milliards. Mais il faudrait avoir une gestion orthodoxe. On ne peut pas espérer. Parce que Félix Tshisekedi, déjà au départ, ne respecte pas le budget. Pour lui, le budget, c'est un torchon. Il n'a jamais respecté le budget. Comment pouvez-vous expliquer? En 2024, lorsqu'on a publié le rapport sur la loi sur la reddition de comptes, on s'est rendu compte qu'il y a eu des dépassements injustifiés dans les institutions politiques. Quels sont les investissements que nous avons pu opérer en 2024 pour que nous voyons les retombées en 2025-2026? Nous comptons sur quoi? Et les gens semblent oublier que la progression de la guerre réduit aussi l'assiette. C'est-à-dire que c'est platonique. Les gens se font du fantasme. Ils disent, voilà, on peut avoir autant un budget colossal, mais ils semblent négliger la réalité sur le terrain. Parce que Mouzitou nous parlait de 30 milliards, 40 milliards, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il est ministre. A-t-il décidé sur le montant? A-t-il participé dans la décision? Certainement, on l'a utilisé comme... voilà. Non, on ne peut pas utiliser, un ancien premier ministre. Non, mais comment on ne peut pas l'utiliser? Parce qu'il a été nommé pour être utilisé. Non, il a été nommé pour servir la République. Ah bon, lui il sert la République ou il sert Félix Tshisekedi? La République. Ah bon, est-ce que Félix Tshisekedi a déjà nommé quelqu'un pour servir la République? Comme qui? Mouzitou. Ah bon, il est le premier alors? Non, et plus et les seuls? tout le monde. Ils sont tous au service des cabines, de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Alain Bolo, je s'en ai fini pour aujourd'hui. Merci d'être passé. On a invité aux un programme pour membre parti. Oui, tout ça qui réunion, je crois que c'était le jeudi. Le jeudi, tout ça qui réunion. Tout le temps qui n'a certains membres fondateurs qui présents. Tout ça, il y a sur le réajustement, tout ça. Et puis, je crois à partir de 2026, tout ça, vraiment, il faut tout chaque calendrier d'action, il y a des descentes et tout ça. On a redynamiser les partis à ce niveau-là. Parce que en jeu, où ils ont vraiment, il faut tout à la guérir, tout à toute éventualité. Vous préparez également. Mais bien évidemment, on n'a pas créé les partis pour constater des dégâts. On a aussi l'ambition de briller de postes de responsabilité, sans compromission. Voilà, donc on va s'organiser, on va continuer à s'organiser. Je vais demander aux fédéraux déjà de nous concevoir leur plan d'action en tenant compte de contraintes budgétaires. Et comme ça, ça va nous aider à bien planifier au niveau national. Merci beaucoup Alain Bolo. C'en est fini pour aujourd'hui. Les papas de Roland Dalo, commissaire qui est peut-être un titre honorifique. Papa de Roland Dalo? Oui. Décédé, je pense, non, décédé déjà à titre posthume, oui. Décédé déjà. Il faisait quoi? Il était qui? Non, apparemment, il fut un enseignant et c'est dans ce cadre-là. Un enseignant. C'est dans ce cadre-là. Le plus ancien ou le plus compétent? Bon, en tout cas, je ne sais pas. On lui a donné au nom de son fils, en fait. Bon, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas dire au nom de son fils. Ouais, mais je connais l'enseignant le plus ancien. Je connais l'enseignant qui a pu former des gens dans ces pays. J'ai suivi cette information. Je pense que ça, moi, polémique, on ne peut pas polémiquer sur un papa déjà Koufaka. Non, on ne polémique pas sur le papa, on polémique sur la mauvaise décision. C'est leur pouvoir. Merci beaucoup. L'un des pères spirituels de celui qui est présenté comme chef d'État. Madame Bolo, je vais te dire que il y a Moussa Mondo Lobela. Pourquoi Azaka Nani Oti suppose en prison. Moussa Mondo, cet ancien vice-ministre à hydrocarbures, membre à PPRD au Bakanga qui a fait les musulmans. Les musulmans. Jusqu'à présent, sa santé. Il y a même des témoignages de sa belle famille qui dit clairement que moi, je n'ai pas une maladie, et ça, c'est qui est. Non, c'est un témoignage dans défendre. Ah, d'accord. Il faut nous assurer que famille à moi, en tout cas, si j'ai la vidéo, on a un témoignage, à compter sur moi.
Merci beaucoup. Moi, j'aime pas l'injustice. Merci beaucoup, Alain. Et puis, je suis sûr et certain que Bato va ticker dans la prison, et puis pourquoi va calmer. Merci beaucoup, Alain Bolo-Joa. Merci beaucoup à toute l'équipe. Continuez, fêtez bien dans vos maisons. Je pense qu'Alain Bolo-Joa est celle de Zoéka Ratine en 2026. Fêtez bien, mais sachez très bien, la vraie vie, c'est après les fêtes. Oui, la vraie vie, c'est après les fêtes. Là, c'est très bien dit. Faites aux Alain Bolo-Joa, on va sujet belé parce que Torozoé tout aussi en 2026. Bisous, peut de talent, tout ce gros appel mission sous canal. Et mission sous la année, na toxicité dans l'un. Bolo-Joa vu peu Macambon les autres Kende. Bon, voilà. Ne faites pas comme Félix Sekete. Ne soyez pas les mangeurs de semences. Gérez rationnellement. Pardonne-nous très bien. L'année, c'est 365 jours. Merci beaucoup. Je suis Gramic Legrand. Meilleurs vœux, bonne année à nous tous. On espère que l'année 2026 sera meilleure, ce sera appréciable et ce sera des... Sans Félix Sekete. Merci beaucoup. On est fini en tout cas, sans Félix Sekete. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. Au revoir.